Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui pour la première fois, et j'en suis ravi, l'historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rouzot, pour son livre Les armes et la chair, 3 objets de mort en 1914-1918 chez Armand Collin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Votre démarche est intéressante parce qu'elle part d'une approche micro-historique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir sur 3 objets? Et puis vous allez nous dire lesquels. D'abord parce que j'aime les objets. Ça, c'est une bonne raison. Les historiens en histoire contemporaine utilisent peu l'objet, oui. Très peu. Ils se sont ouverts à l'image depuis pas mal d'années maintenant, mais l'objet reste souvent à l'extérieur de leurs moyens de travail habituels. Parce qu'en contemporaine, et surtout en histoire des guerres, les archives écrites de toutes sortes sont surabondantes. Il y a tout ce qu'il faut. Vous n'arrivez jamais au bout. Alors que les objets, je m'en suis rendu compte quand j'étais suffisamment jeune historien pour pouvoir m'en rendre compte précisément, les objets sont une source à part entière qui disent des choses que d'autres sources ne disent pas, ou n'arrivent pas à dire. Et je m'en suis rendu compte lorsque je travaillais à la fin des années 80, début des années 90, à créer ce musée de la Grande Guerre, qui est l'historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme, et où on constituait une collection d'objets. Un musée, ça se fait avec des objets, ça se fait pas avec des textes ni avec des photos. Hein. Il faut des objets en 3 dimensions. Et donc les objets étaient achetés progressivement, rentraient dans les réserves, et à cette époque, les historiens que nous étions, il y avait toute une équipe, on avait un libre accès aux objets. Et donc, je les ai touchés, j'ai essayé les uniformes, les armes, les jouets de guerre, l'artisanat de tranchées. Vous voyez, c'est toute une expérience sensible. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que les objets pouvaient être une source. Et ça a été pour moi une expérience bouleversante, en fait. Une expérience bouleversante. Et donc, plus tard, parce que ce genre d'expérience, on les fait, mais il faut du temps pour qu'elles infusent dans le travail d'un historien. Et donc, ce livre est une réédition d'un ouvrage un peu plus ancien, donc c'était en 2009. Une réduction, voilà, l'idée était de lancer chez Armand Collin une collection qu'on avait appelée Le Fait Guerrier. Et je me suis dit, je vais faire le premier. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai pris comme ça, 3 objets me sont venus immédiatement me sont venus à l'idée immédiatement. Donc, un éclat d'obus. Oui. Un éclat d'obus, comme il y en a évidemment dans la Somme, dans la Meuse. On en retrouve encore. Des milliards, des milliards. Hein, un grand éclat. Un objet absolument sans valeur, sur lequel apparemment il n'y a rien à dire. C'est évidemment tout le défi pour un historien. C'est qu'est-ce que vous faites à partir d'une source matérielle sur laquelle il n'y a rien à dire. Et puis, un autre sur lequel il y avait un peu plus à dire, qui venait des réserves de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, une dague de tranchée, un poignard de tranchée fabriqué par un soldat, visiblement, à sa main, une arme de tueur, qui disait exactement l'inverse de l'éclat d'obus, c'est-à-dire non pas la guerre anonyme où on ne sait pas qui vous tue, qui on tue, mais la guerre interpersonnelle, la violence de corps à corps, et celle qui justement n'est pas dite ou très peu dite dans les sources écrites, parce que c'est là que se situe éventuellement la culpabilité. Et puis un 3e objet sorti aussi des réserves de Péronne, incroyable, d'un soldat qui était un cavalier à l'origine et qui, en Champagne, à l'automne 1915, subit, en pleine nuit, une attaque par les gaz. Et il n'en fait pas un texte, il n'en fait pas un tableau, il en fait une maquette. Une maquette de la taille d'une table, à peu près comme celle-là. Une maquette où, en relief, il dessine, en quelque sorte, le secteur où il était et où il écrit. Sur ce dessin en relief où il écrit ce qui lui est arrivé. Donc c'est un objet évidemment qui est la catharsis d'un moment de terreur. Et donc avec ça, vous aviez l'éclat d'obus, c'est l'artillerie qui domine le champ de bataille en 14-18, comme il a dominé le champ de bataille russo-ukrainien jusqu'en 2024. Donc la violence interpersonnelle des soldats, la dague de tranchée,
et puis les gaz de combat, qui sont une des grandes innovations du champ de bataille en 14-18. Avec ça, je tenais la Grande Guerre, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je tenais l'essentiel, enfin j'espère, l'essentiel de ce qu'a été la violence de champ de bataille en 14-18. Voilà pourquoi je les ai choisis. Pardon d'avoir été un peu long dans ma réponse. C'est parfait. Non, au contraire, c'est très bien. L'éclat d'obus est intéressant parce que justement, en 14, on n'a pas la même vision de l'artillerie que ce qu'on aura en 15, 16, 17, 18. Oui, l'artillerie a fait évidemment d'immenses progrès, entre guillemets, a subi d'immenses évolutions pendant toute la guerre. D'abord, une évolution quantitative. C'est-à-dire, entre le nombre d'obus qu'on était capable de tirer en 14, et qui, d'ailleurs, après la bataille de la Marne, du côté français comme du côté allemand, il n'y a plus rien. On a tout tiré. Il n'y a plus de réserve. C'est d'ailleurs l'angoisse, en France en particulier, l'angoisse. S'il n'y a plus d'obus, on va perdre la guerre, faute de munitions. Et puis... Les millions d'obus qu'on est capable de tirer à partir de 16, c'est en 16, qu'après d'énormes progrès de tous les belligérants, mais surtout des Français et des Britanniques qui avaient un énorme retard à combler et qui sont capables de tirer des dizaines de milliers d'obus par jour. Et puis le point où on en est en 1918, c'est une arme qui a complètement transformé évidemment le champ de bataille et qui a aussi, c'est terrible, il ne faut pas l'oublier, c'est également l'arme qui est responsable de 70 à 80% des pertes. La plupart des soldats de la Grande Guerre sont tués ou blessés par des éclats d'obus. Et souvent pas par un seul éclat d'obus, mais par plusieurs. Les soldats de la Grande Guerre sont souvent ce qu'on appelle aujourd'hui des polyblessés, c'est-à-dire lardés d'éclats d'obus, avec, vous imaginez, les extraordinaires difficultés de traitement, si tant est qu'on n'était pas tué immédiatement. Les blessures au thorax et à l'abdomen étaient généralement immédiatement mortelles. C'est les fameux gueules cassées, les blessés de la face, exactement. etc. Et les blessés de la face, oui, souvent par éclat d'obus. Il faut se rendre compte que les éclats d'obus, il y en a de toutes sortes. Celui qui est dans le livre, là, dont il y a la photo, bien sûr, est à peu près grand comme la main. C'est ce qu'on appelait les grands éclats. Les grands éclats étaient capables de couper un corps en deux. Une tête, un membre, c'était comme un coup de hache. Mais la plupart des éclats sont des petits éclats. Ils ne sont pas moins dangereux pour autant. Et qui pénètrent très loin. L'endroit le plus dangereux quand un obus éclatait au sol, c'était la zone qui était devant l'obus. Où là, l'essentiel du métal, les obus avaient été étudiés pour se fracturer en morceaux, bien sûr, partaient devant, ils étaient chauffés à blanc par l'explosion, et partaient comme ça 200, 300 mètres devant eux. Et là, leur dangerosité était évidemment extrême. Une fois dans le corps, il faut pouvoir les repérer, les extraire. C'est un défi, c'est un défi considérable. Voilà, ces éclats d'obus ont été vraiment une des grandes réalités finalement du quotidien des soldats en 14-18. C'est presque un travail d'archéologue en fait, plus que d'historien. Plutôt d'anthropologue, je dirais. D'anthropologue ? Plutôt d'anthropologue. Je suis très fasciné, je suis historien de formation très classique, mais je suis très fasciné par l'anthropologie. Et notamment par tout ce qui a trait à une anthropologie du corps. Moi, ce qui m'intéresse en histoire, je suis surtout un historien de la guerre, de la violence, et souvent de la violence extrême, mais j'aime bien passer par ce qu'on pourrait appeler la corporéité, l'expérience corporelle des acteurs sociaux, à la fois comme bourreaux, comme tueurs, mais aussi évidemment comme victimes. Et à mon avis, c'est à travers le corps qu'on saisit beaucoup de réalités historiques, et Dieu sait si la Grande Guerre permet effectivement d'atteindre cette zone-là de l'histoire. Oh que oui. Votre livre traite le passage justement entre la guerre industrielle, les obus, le gaz, etc., et le combat rapproché, la dague de tranchée dont vous parliez. Qu'est-ce que ça révèle de la juxtaposition des objets sur la nature du conflit ? Alors oui, c'est une question que je trouve très intéressante. Il y a plusieurs grandes guerres dans la Grande Guerre, en fait. Il y a une guerre qui est extraordinairement moderne. La plus moderne de toutes, c'est la guerre aérienne.
les progrès de la guerre aérienne entre 14 et 18, c'est un peu l'équivalent des drones. Vous voyez, Oui, les progrès des drones dans la guerre russo-ukrainienne depuis 4 ans. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre, une évolution stupéfiante. Donc, il y a cette guerre moderne, évidemment, qui domine, qui surdétermine la guerre. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus archaïques, en quelque sorte, exactement comme dans la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Des aspects beaucoup plus archaïques. Et un de ces aspects archaïques, bien sûr, c'est la guerre dans sa dimension interpersonnelle, interindividuelle, celle que les soldats ont eu beaucoup de réticence à avouer. Parce que l'obus ou même le tir de la mitrailleuse à longue distance, vous voyez, on ne sait pas qui on tue, on ne sait pas qui vous tue. Donc, il n'y a pas en quelque sorte de responsabilité personnelle. Tout ça peut se dire, vous voyez, tout ça peut se dire, peut s'énoncer. Tandis que, par exemple, une guerre à plus petite distance, la guerre des lâchers de grenades, par exemple, dans une attaque de tranchée, ou la guerre du nettoyage, ce qu'on appelait le nettoyage de tranchée, c'est-à-dire l'attaque d'une tranchée où les armes, le fusil est trop long pour pouvoir être utilisé de manière pertinente, fait que les armes de corps à corps, soit pour attaquer, soit pour se défendre, deviennent les armes pertinentes. Et ça, c'est une guerre plus difficile à dire. Ce qui s'est joué dans cette guerre-là entre combattants, français, allemands, britanniques, mais également sur le front russe, entre les Russes, les Allemands et les Autrichiens, cette guerre-là, elle est beaucoup plus difficile à avouer une fois qu'elle est terminée, en quelque sorte. Et donc, les sources manquent souvent ici. En revanche, elles manquent souvent. Et même, non seulement elles manquent, mais les acteurs sociaux de cette époque, les soldats, ont pris parfois ont mis beaucoup d'énergie pour dire que cette guerre-là n'existait pas, que c'était des images de propagande, etc., mais que, oui, on avait des couteaux, mais c'était pour gratter la boue sur le pain, pour couper sa viande, etc., etc. Ouais. Vous voyez, on est dans une zone de transformation de la réalité, comme très souvent, après coup, les acteurs transforment la réalité. Nous-mêmes, nous transformons la réalité tous les jours. Nous racontons une anecdote qui a eu lieu à un certain temps. Tout le monde le sait. Et là, voilà, vous voyez, cette reconstruction est disculpatrice. Or, quand vous vous intéressez aux collections muséales, à Vienne, à Paris, à l'Imperial Museum, à Péronne, à Verdun, etc. Des couteaux, il y en a plein. Plein. Ce sont soit des couteaux qui ont été fabriqués pour les soldats, en l'occurrence, par exemple, en France, en 15-16, par la manufacture de Châtellerault, avec un militaire retraité très actif, qui s'appelle colonel Coutreau, qui crée une dizaine de modèles successifs qui sont envoyés aux soldats en masse. Ce qui fait que à la fin de l'année 16, on peut considérer que voilà, une très grande partie, peut-être un bon tiers, des soldats de l'armée française avaient reçu un couteau en dotation. Ou bien les soldats eux-mêmes s'en font livrer par l'arrière, dans des colis. Il faut que tu m'achètes un couteau, etc. On a des lettres de ce genre. Comme ci, comme ça, etc. Soit ils les fabriquent. Et là, ça, c'est un couteau fabriqué. Vous voyez, on le voit très bien. Il est fabriqué comment ? Avec une lame de baïonnette française effilée, vous voyez, coupée, une vingtaine de centimètres, emmanchée dans une douille de fusée éclairante, plombée, remplie de plomb, une petite garde, et tout ça donc dans un fourreau qui était lui aussi un fourreau de baïonnette, recouvert de tissu très soigneusement pour que, en cas de patrouille la nuit, etc., l'arme ne fasse pas de cliquetis qui permettent de déceler son propriétaire. Donc, c'est une arme de quelqu'un qui savait pourquoi il l'avait élaborée et dans quel but, et qui connaissait les prérequis de la survie sur le champ de bataille. C'est pas du tout fait par hasard, non. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours pensé que c'est une arme de tueur. Et quand vous l'avez dans la main, ce qui est impossible évidemment avec un livre,
quand je l'ai eu dans la main la première fois, j'étais stupéfait par cette arme. À quel point elle était bien équilibrée, lourde dans la main, mais pas trop, très maniable. Sa dangerosité était immédiatement visible. Et le nombre de fois où je l'ai fait saisir par des étudiants, que j'amenais dans les réserves du musée, parce qu'elle est dans les réserves, et que je la fais circuler, etc., et je sentais la stupeur, en fait, des étudiants devant une arme dégageant à elle seule une telle dangerosité. Et donc ces armes, ce type d'armes, eh bien, à partir du moment où vous commencez à en trouver beaucoup, si vous voulez, plus vous en cherchez, plus vous en trouvez, parce qu'évidemment, on ne trouve que ce que l'on cherche. Évidemment. Eh bien, vous dites quand même cette histoire de... il serait peut-être bon de ne pas complètement croire les anciens combattants quand ils disaient qu'ils se servaient jamais d'un couteau. Alors, bien entendu, le nombre... il ne faudrait surtout pas donner à croire que la Grande Guerre s'est faite donc par des corps à corps individuels. C'est le canon, la mitrailleuse, les armes modernes. Mais le fait que, vous voyez, cette existence d'armes de corps à corps en dit très long sur la manière dont les soldats envisageaient leur survie ou éventuellement la mise à mort de l'adversaire dès lors qu'on n'avait pas pu éviter une mise en contact direct. Or, des mises en contact direct, il y en avait, bien sûr. Quand un coup de main sur une tranchée, d'un côté, de l'autre, etc., une offensive réussie, des soldats n'avaient pas pu quitter leurs abris, qu'est-ce qu'on en faisait ? Et il y a des textes que j'ai trouvés qui montrent très bien cette extraordinaire violence de la guerre, de la vraie guerre, en quelque sorte, qui ensuite, cette violence qui souvent ne savoura plus. Parce qu'elle ne pouvait plus s'avouer. Et donc c'est là que l'historien, évidemment, peut utiliser les objets comme une source qui trahit une guerre sous-jacente qui jusqu'ici qui s'était dissimulée en quelque sorte dans l'après-coup. Quelle connerie la guerre, disait Prévert. C'est intéressant en fait cet artisanat de tranchées parce que ça dit aussi beaucoup du temps qu'ils avaient pour fabriquer ça. Ah, vous avez tout à fait raison, oui. Une des caractéristiques de la guerre de position, c'est qu'elle est longue. Parce que, en fait, c'est un siège. Oui, c'est un siège réciproque. Des deux côtés. Et les murailles ne sont pas des murs, mais des tranchées. Et donc, dans une guerre comme celle-là, où la défensive bénéficie d'un énorme avantage sur l'offensive, c'est bien pour ça que les Ukrainiens ont résisté 4 ans à la différence de masse de l'armée russe. C'est parce qu'ils sont en situation défensive dans une guerre de position où il est extrêmement difficile de briser le front adverse, même s'il est en infériorité en termes de matériel et d'hommes. Et de ce point de vue, la guerre russo-ukrainienne d'aujourd'hui réitère en quelque sorte une situation qui était celle de 14-18, enfin de 15-18, disons. Voilà. Et donc, oui, dans ce type de guerre, la violence est très rare. Je ne suis pas en train du tout de vous dire que la violence est très rare. Le nombre d'assauts auxquels ont participé les unités d'infanterie, c'est très peu par homme. Seulement, évidemment, cette expérience-là, elle a souvent laissé évidemment des traces considérables. Et donc, la plupart du temps, qu'est-ce que c'est que la réalité de la vie de tranchée ? C'est l'ennui. Un ennui, mais suffocant. Il n'y a rien à faire. On est coincé enfoncé dans ces tranchées qui ont l'air d'une prison, au fond. Dans un espace très grand, on ne voit rien. Il faut supporter la campagne, l'hiver, la pluie, le froid, la boue. Et donc cet ennui est quelque chose d'écrasant. Irrompu par les repas, les lettres, et évidemment par ce qu'on appelle en France l'artisanat de tranchée, ce que les Britanniques appellent le trench art, ce qui me paraît plutôt, qui tire tout ça du côté de l'art brut. Oui. Alors bon, ça peut être évidemment des armes, mais c'est généralement tout à fait autre chose. Oui, c'est vrai. Des stylos, des objets d'art, effectivement, qui seront. N'oublions pas que les armées l'infanterie de 14-18 est composée massivement de manuels. De manuels des classes populaires urbaines ou de manuels issus des campagnes, du monde rural, qui savent, avec un
avec un petit couteau, pas un couteau comme celui-là, mais oui, avec un petit canif, etc., avec très peu d'outils, qui savent faire des miracles. Hein, et voilà, sculpter un morceau de bois, voilà, un caillou, un bout de, voilà, un éclat d'obus voilà, une douille d'obus en cuivre, etc. Voilà, faire fondre de l'aluminium pour faire des bagues qu'on va ramener en permission. Vous voyez, c'est une activité permanente et parfois même un petit commerce. Hein, les plus doués qui sont à l'arrière du front, voilà, dans les ateliers de régiments, parce que les régiments avaient leurs ateliers pour réparer les armes, etc., bah, vendent à leurs copains, hein, des bagues de tranchées, etc., pour leurs fiancés, pour les ramener, hein, ensuite en permission. Et voilà. Et nous avons dans toutes les familles françaises, il y a souvent des traces, hein, de cet artisanat de tranchées qui témoignent de la créativité, hein, combattante, avec parfois des réussites matérielles extraordinaires. Oui. Mais souvent, une production très banale, hein, décevante sur le plan esthétique, mais pas sur le plan historique. Ouais, c'est vrai, des encriers, des choses... Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup d'ouvriers, mais ils sont plus cultivés que ce qu'on imagine, que ce qu'on pourrait croire, en fait. Quand ils écrivent, c'est une belle langue, ils écrivent bien. Ah ben oui, le niveau culturel, hein, la capacité de lire et d'écrire, hein, des classes populaires du début du XXe siècle est probablement supérieure à celle d'aujourd'hui. On est assez d'accord. Hein, je voulais vous le faire dire. Elle est supérieure à celle d'aujourd'hui. Et notamment, c'est la première fois que par millions, donc des hommes du peuple, hein, des campagnes et des villes, sont obligés d'écrire. Ouais. De l'avant vers l'arrière, hein, vers le monde civil, ou depuis le monde civil vers l'avant. Un soldat en période calme, en 14-18, écrit une lettre par jour et par personne. Ouais, vous vous rendez compte ce que ça représente? Donc des milliards de lettres ont été échangées. Et ça a été un exercice d'écriture qui n'avait jamais eu de précédent à cette échelle, et qui, à dire vrai, n'aura pas beaucoup, enfin, la Seconde Guerre mondiale, depuis les camps de prisonniers, mais enfin, c'est pas la même chose, c'est pas la même liberté d'écriture. Ouais, c'est une expérience d'écriture massive et d'écriture populaire massive, comme il n'y en avait jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais à cette échelle. On souhaite bon courage d'ailleurs aux historiens du futur pour décrypter les SMS. Oui, ça va être sympa. Bien sûr, la perte de la lettre, oui, la perte de la lettre sera une catastrophe historiographique, mais on en parlera plus tard. Justement, les objets enrichissent l'histoire, les approches historiques. À mon avis, oui. D'accord. À mon avis, oui. Parce que derrière un objet, il y a une main humaine, il y a un corps humain, il y a un mouvement humain, une gestuelle, et ça. Je trouve très important de les saisir. Très important de les saisir. Si on veut approcher l'histoire comme moi j'aime l'approcher, c'est-à-dire au ras du sol, au plus près de ce qu'ont été les acteurs sociaux dans leur âme et dans leur corps, dans leurs aspirations, leurs doutes, leurs terreurs, leur haine, leurs désirs, etc., eh bien, je pense que les objets sont une voie d'accès privilégiée. Ça fait un siècle que cette guerre est terminée, plus d'un siècle. La médiation historique a changé, les musées ont changé, l'objet va prendre de plus en plus de poids, non ? Je pense que oui. Je pense que oui. Tout a changé, bien sûr, dans la manière de présenter cette guerre. La Première Guerre mondiale telle qu'aujourd'hui, les historiens l'aperçoivent et essayent de la mettre en musée, est une guerre très différente de celle que j'ai apprise au lycée, par exemple. Au début des années 70, ça fait loin. Hein, c'est une guerre qui s'est dilatée dans le temps. Bon, aujourd'hui, on considère que la guerre de 14 commence plus en 14, elle finit plus en 18. Commence en 1912 avec les guerres balkaniques et se termine plus ou moins en 23 et avec le conflit gréco-turc. Hein, donc c'est une décennie. Hein, bon. Et puis elle s'est élargie géographiquement. Hein, c'est plus seulement le front franco-allemand. Hein, c'est les fronts balkaniques, bien sûr, le front de l'Est, bien sûr, les Dardanelles. Vous voyez, c'est une guerre beaucoup plus globale. Elle s'est élargie et globalisée. Voilà. Bon. Donc c'est une guerre différente et c'est une guerre qui s'est surtout rapprochée des acteurs sociaux, rapprochée de ceux qui ont vécu l'expérience de guerre. Les combattants, bien sûr, mais les civils aussi. Et tous les civils. Par exemple, on a fini par découvrir la présence des enfants
que les enfants, c'était pas que les enfants avaient vécu aussi la guerre, qu'ils l'avaient pensée, qu'ils l'avaient dessinée, qu'ils l'avaient écrite. Vous voyez, les enfants sont des acteurs sociaux. Hein, on l'oublie trop souvent. Et donc, d'un seul coup, la guerre s'est en quelque sorte approfondie, enrichie, élargie. Hein, et elle est beaucoup plus près de ceux qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté, hein, qu'elle ne l'était autrefois, hein, où on regardait la guerre comme depuis un avion à 10 000 pieds. Hein, les causes, les grandes batailles, les traités de paix, et puis ça suffisait bien comme ça. Hein, aujourd'hui, c'est plus tout ça. Hein, la guerre, et on la regarde, si vous voulez, on essaye d'être à côté, hein, de ceux qui l'ont faite. On ne pourra jamais être complètement à côté, bien entendu. Hein. Évidemment. Est-ce qu'il y a des questions Monsieur, on va vous passer le micro. Merci. J'ai eu la chance de visiter. Merci pour votre intervention. J'ai eu la chance de visiter le musée de Péronne. Je ne sais pas si vous avez été consulté pour la mise en place, mais il y a quelque chose qui est vraiment raté et je l'ai fait remarquer sur place et fait remonter. C'est qu'il suffit qu'il y ait 3 personnes qui braillent un peu fort là-dedans dans le musée. Il y a un problème d'acoustique, c'est hallucinant. Pour ma mère, c'était très important parce que son grand-père est mort au chemin des Dames. Il n'y a pas de tombe. C'est très émouvant, nous, dans la famille, cette histoire. C'était vraiment le malheur de la famille, cette Première Guerre mondiale chez nous. Et ma mère, elle était vraiment bouleversée que les gens braillent comme ça dans le musée. Elle en était retournée. Ça, c'est pas normal, un musée comme ça. Il faut qu'il y ait au moins un système. Et puis, il faut que les gens sur place aillent dire à ces gens qui braillent, madame, monsieur, vous devez parler moins fort. C'est la culture. Vous avez évidemment raison, monsieur. Alors oui, j'ai participé à la mise en place de ce musée, mais malheureusement pas au niveau architectural ou acoustique, comme vous en doutez. Hein. Les choses auraient été sans doute pires si le musée est installé en fait sur des terrains de remblai de 14-18, puisque Péronne a été détruite pendant la guerre, donc on a poussé les gravats, et le musée a été installé sur ces gravats. Résultat, fort heureusement, le terrain n'avait pas la solidité escomptée, et on a remplacé les sols dans le musée, qui devaient être en béton, par du parquet, ce qui déjà, heureusement, a réduit, si vous voulez, la résonance. Mais vous avez raison, dès lors que vous avez en particulier des jeunes, une classe de jeunes qui n'est pas encadrée, et ça arrive, et vous êtes tombé probablement dans un moment comme ça, une classe de jeunes qui n'est pas encadrée et dont la visite n'a pas été préparée, et qui n'ont pas de travail à faire, vous voyez, par petits groupes, etc., ce qui est le cas la plupart du temps, mais parfois il peut y avoir un échec, et vous pouvez avoir effectivement ce grave inconvénient que les visiteurs font trop de bruit. Or, en plus, ce que vous soulignez est d'autant plus exact et mortifiant, que c'est un musée qui a été travaillé pour être silencieux. Il n'y a pas de bruit dans le musée. Vous voyez, il n'y a pas, comme ça se fait parfois, vous voyez, de sonorisation, de choses de ce genre. Et donc, c'est le silence qui est un silence de recueillement aussi, vous voyez, de concentration du visiteur sur les objets. Et donc, je vous remercie de me l'avoir dit. Et comme je dois y aller encore mardi prochain, vous voyez, je ferai remonter Oui, c'est vrai. Stéphane Audouin-Rouzot, merci beaucoup. C'était passionnant. Votre livre, je le rappelle, Les armes et la chair, 3 objets de mort en 14-18 chez Armand Collin. Il faut le lire. Merci à vous. On peut l'applaudir, je crois. Merci.